La chaleur nocturne enveloppait Ouagadougou d'un lourd manteau d'humidité. Dans le bureau présidentiel, éclairé seulement par la faible lueur d'une lampe à pétrole, Ibrahim Traoré fixait les documents étalés devant lui. Les pages portaient l'estampille des services de renseignement, leur contenu détaillant un complot bien plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Les noms s'alignaient les uns après les autres, certains attendus, d'autres inconcevables. Puis son regard s'arrêta sur celui qui le frappa comme une lame. Sékou Konaté. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires. Ça nous intéresse. Un frère d'armes. Un homme avec qui il avait partagé les privations des maquis, les nuits sous les étoiles, les serments de libération. Un ami qui avait risqué sa vie à ses côtés à maintes reprises. Une douleur sourde traversa la poitrine de Traoré. Il relut le passage, espérant une erreur. Mais les rapports étaient formels. Sékou avait organisé des réunions secrètes avec des officiers dissidents, facilité des transferts d'armes, transmis des informations sensibles à des intermédiaires étrangers. Un coup discret à la porte interrompit ses pensées. Aïssata, sa plus fidèle conseillère, entra, un dossier supplémentaire à la main. Son expression grave en disait long avant même qu'elle ne parle. Les derniers intercepts confirmaient tout. Sékou était bel et bien impliqué, et il n'agissait pas seul. Traoré se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la ville dormait paisiblement, inconsciente du venin qui rongeait ses fondations. Il se demanda pourquoi. Pourquoi Sékou, de tous les gens? Aïssata suggéra que ce pouvait être l'argent, le pouvoir, ou peut-être simplement la rancéure. On ne savait jamais vraiment ce qui poussait un homme à trahir. Traoré serra les poings. Il avait vu des trahisons auparavant, mais jamais de cette manière. Jamais de l'intérieur. Il annonça son intention de se rendre sur place personnellement. Aïssata tenta de l'en dissuader, arguant du danger. Mais Traoré était catégorique. Cette fois, c'était personnel. La route vers Koudougou serpentait entre les arbres squelettiques qui semblaient tendre leurs branches comme des griffes dans la pénombre. Traoré avait refusé le convoi blindé, trop voyant. Juste une jeep, 2 gardes de confiance et le poids du silence. Ils arrivèrent en pleine nuit. La maison correspondait à la description des renseignements, modeste, isolée en périphérie. Une lumière filtrait sous la porte. Traoré frappa. Après un moment d'attente, des pas approchèrent. La porte s'ouvrit, révélant Sékou Konaté, les yeux écarquillés, la respiration coupée. Le temps sembla s'arrêter. Plus de titres, plus de formalités. Juste 2 hommes, face à face, séparés par des choix irrévocables. Traoré entra sans attendre d'invitation. L'intérieur était sommaire. Une table couverte de cartes, un téléphone satellite, des liasses de billets à moitié cachés. Il demanda simplement si c'était vrai. Sékou baissa les yeux un instant avant de répondre qu'il n'avait pas eu le choix. Traoré répliqua qu'il y avait toujours un choix. La colère éclata alors chez Sékou. Il parla de sa famille qui crevait de faim, des promesses non tenues de la Révolution. Il accusa Traoré de vivre dans son palais sans plus comprendre la réalité du peuple. Traoré resta impassible, mais son regard se fit plus froid. Il demanda si c'était une raison pour vendre son pays, ses frères. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Finalement, Traoré sortit de sa poche une vieille photo jaunie, prise pendant la guerre. Eux deux, jeunes, souriants, pleins d'espoir. Il la posa sur la table. Il dit comprendre la colère, mais jamais la trahison. Sékou ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, quelque chose en lui semblait brisé. Il demanda ce que Traoré comptait faire. Traoré prit une profonde inspiration. Il exigea tous les noms. Tous points pour le reste, on verrait. Le message était clair. Ce n'était pas fini. Mais peut-être, juste peut-être, restait-il une chance de rédemption. La nuit autour d'eux semblait retenir son souffle. La pièce semblait soudain plus petite, comme si les murs se rapprochaient sous le poids des non-dits. Sékou s'affaissa sur une chaise bancale, les épaules voûtées par un fardeau invisible. Il commença à parler, d'abord lentement, puis les mots se précipitèrent comme les eaux d'un barrage rompu. Il raconta comment, après la victoire, les promesses s'étaient envolées en fumée. Les combattants de la première heure étaient oubliés, leurs familles laissées dans la misère. Lui-même devait mendier des soins pour sa mère malade. Puis étaient venus les hommes en costume, avec leurs valises pleines de dollars et leurs sourires de crocodile. Ils avaient parlé de changement, de justice, de redistribution des richesses. Traoré écoutait, immobile. Il voyait dans les yeux de Sékou cette lueur particulière des hommes pris au piège de leurs propres compromis.
Chaque justification sonnait comme un clou enfoncé dans le cercueil de leur amitié. Les difficultés économiques, les pressions familiales, les menaces voilées, tout cela formait un enchevêtrement de circonstances atténuantes qui pourtant n'excusaient rien. Sékou avoua avoir transmis des informations sur les mouvements de troupes, sur les projets économiques. Il avait cru servir une cause plus grande, avant de comprendre trop tard qu'il n'était qu'un pion dans un jeu qui le dépassait. Maintenant, il était pris entre la peur de ses nouveaux alliés et la honte face à son ancien frère d'armes. Le Conseil des ministres était en ébullition. Autour de la longue table en acajou, les visages se fermaient les uns après les autres à mesure que Traoré exposait sa décision. Certains serraient les mâchoires, d'autres échangeaient des regards chargés de désapprobation. Le ministre de la Défense frappa même du poing sur la table, faisant trembler les verres à eau. Traoré resta calme, presque détaché, comme si la tempête autour de lui ne l'atteignait pas. Il expliqua sa vision. Une nation ne se construisait pas dans la vengeance, mais dans la réconciliation. Sékou connaissait maintenant toute l'étendue du réseau, il pouvait devenir un atout précieux. L'envoyer dans les zones rurales permettrait de le réinsérer tout en le gardant sous surveillance. Les objections fusèrent. Le ministre de l'Intérieur parla de précédents dangereux. Le chef de la sécurité évoqua les risques d'évasion ou de manipulation. Une jeune ministre, plus modérée, suggéra au moins un procès public pour montrer que personne n'était au-dessus des lois. Traoré les laissa parler, puis, d'une voix qui couvrit soudain toutes les autres, rappela que leur révolution s'était bâtie sur le pardon autant que sur la justice. Que parfois, la clémence était une arme plus puissante que la répression. Qu'un peuple regardait comment ses dirigeants traitaient leurs ennemis et en tirait des leçons pour l'avenir. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Certains visages s'adoucirent, d'autres restèrent fermés comme des portes de prison. Mais tous finirent par acquiescer, par loyauté ou par résignation. La décision était prise. L'histoire jugerait si c'était de la sagesse ou de la faiblesse. Le soleil matinal inondait la place du village de Fadangourma, transformant la poussière en une fine brume dorée. Sékou Konaté se tenait debout devant une foule méfiante, les mains légèrement tremblantes. Les villageois, avertis de son passé, le regardaient avec un mélange de curiosité et de ressentiment. Les enfants se cachaient derrière les jupes de leur mère, les anciens combattants croisaient les bras avec défiance. Pendant des semaines, Sékou avait travaillé dans l'ombre, supervisant la construction d'un nouveau puits et d'une école. Ses mains, autrefois habituées à tenir des armes ou à signer des documents officiels, portaient maintenant les marques des outils et du labeur physique. Chaque coup de pioche, chaque brique posée était un acte de contrition silencieuse. Lorsque la première eau claire jaillit du puits, un murmure parcourut la foule. Une vieille femme, ridée comme une vieille écorce, s'avança la première. Elle trempa ses doigts dans l'eau, puis porta ses mains à ses lèvres. Son sourd édenté, lorsqu'il apparut, fit plus pour la rédemption de Sékou que tous les discours du monde. Dans les semaines qui suivirent, quelque chose changea imperceptiblement. Les hommes commencèrent à l'appeler « frère » plutôt que de « monsieur ». Les enfants lui apportaient des mangues volées dans les vergers voisins. Lorsqu'une jeune fille nommée Amina lui tendit fièrement son premier cahier d'écolière, les yeux brillants de fierté, Sékou sentit une chaleur étrange lui monter aux yeux. Le bureau ovale baignait dans la lumière dorée du crépuscule. Barack Obama, les lunettes posées sur le rapport qu'il venait de terminer, contemplait la photo d'Ibrahim Traoré et de Sékou Konaté debout devant la nouvelle école de Fadangourma. L'image, reprise par tous les grands médias internationaux, avait fait le tour du monde. Dans les studios de la CNN, un panel d'experts disséquait ce qu'ils appelaient l'exception burkinabé. À Paris, des éditorialistes parlaient de « soft power révolutionnaire ». À Moscou et Washington, des stratèges militaires réévaluaient leurs analyses. Obama prit son stylo et commença à rédiger une déclaration. Ces mots, mesurés et précis, parlaient de leadership visionnaire, de la force du pardon et de cette vérité simple mais souvent oubliée, qu'un ennemi réconcilié vaut mieux qu'un adversaire détruit. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, Traoré marchait seul dans les rues de Ouagadougou, saluant ici un marchand de beignets, là un groupe d'écoliers. Les gens l'approchaient sans crainte, comme on s'adresse à un voisin plutôt qu'à un président. Dans un monde où les dirigeants s'entouraient de barrières toujours plus hautes, cette simplicité était en elle-même une révolution. Ce soir-là, devant les caméras du monde entier, Traoré ne prononça aucun discours grandiloquent. Il se contenta de montrer une photo, celle d'Amina et de sa nouvelle école, avant de dire simplement « Voilà pourquoi nous nous battons ». Le reste n'est que bruit. Dans les jours qui suivirent, des messages de soutien affluèrent de partout. Des paysans mexicains, des syndicalistes français, des étudiants sénégalais, tous voyaient dans cette histoire l'écho de leur propre lutte. Sans le vouloir, Traoré avait donné au monde bien plus qu'une leçon de politique.
un fragment d'espoir. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.